On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On revient à nouveau sur cette crise politique qui sévit actuellement à l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette fois, on fait l'analyse de cette situation avec l'ex-conseiller municipal Philippe Lanier, qui est également avocat, qui a siégé quand même assez longtemps, qui a vécu toutes sortes de situations. On l'avait d'ailleurs reçu l'automne dernier au moment de la campagne électorale municipale. Mais d'abord, l'ex-maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, également chroniqueur au journal Le Courrier, Miroslav Smérica. Vous savez qu'une crise politique sans précédent sévit actuellement à l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On en parle déjà depuis plusieurs semaines. Il y a une forme d'escalade également au fil du temps avec le congédiement de l'attaché du maire Guy Grenier, également la suspension du directeur général et au travers ça, bien sûr, le rapatriement des pouvoirs de l'exécutif. Et à quelques occasions, nous, on aime bien l'inviter ici parce qu'il aime bien analyser la chose politique. Il est également chroniqueur au journal Le Courrier, mais aussi ancien maire de Saint-Jean-sur-Richelieu de 1994 à 2001. Miroslav Smérica, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Donc, vous suivez avec attention les péripéties de l'hôtel de ville? Ah, c'est vraiment pour moi un roman, mais il y a plusieurs chapitres. Mais il reste que, pour emprunter une expression qu'on a utilisée au niveau politique, nous traversons une période de turbulence. Et dans un avion, quand le pilote dit au monde, là, attachez-vous, parce qu'on n'aime pas cette période-là, mais tout d'un coup, on a traversé ça, puis on arrive à destination. Alors, je suis confiant qu'on va passer à travers. Actuellement, et je me mets dans la peau des gens qui regardent ça, qui s'intéressent un peu, moyennement ou beaucoup à la chose, il y a beaucoup d'incompréhension. D'une part, on se dit là, on est en train de crucifier sur la place publique un individu, mais on ne connaît pas les raisons. D'autre part, les gens se disent, mais là, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas se parler, ce monde-là. Et souvent, quand les gens m'accrochent sur la rue et me demandent, « Hey, Éric, tu suis ça, toi, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui se passe? » Et moi, je leur dis toujours la phrase suivante. Je leur dis, écoutez, le congédiement de Grenier, la suspension de Vaillancourt ou le truc du comité exécutif, pour moi, ce n'est qu'un écran de fumée. La question fondamentale, c'est pourquoi le maire Alain Laplante a-t-il perdu l'appui des trois indépendants, Marco Savard, Jean Fontaine et Mélanie Dufresne, appui qu'il avait au début de son mandat, ce qui a permis de gouverner un peu au début. Et j'ai posé cette question-là au maire. La réponse d'Alain Laplante, c'est de dire, bien, écoutez, on a des divergences d'opinion dans le dossier des golfs, dans le dossier des aéroports, et c'est pour ça que les choses se sont envenimées. Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pire que ça? Je vous pose à vous la même question. Pourquoi le maire Laplante a-t-il perdu aussi rapidement l'appui des trois indépendants? Premièrement, je suis entièrement d'accord que c'est vraiment la question la plus importante. Mais pour moi, la raison, c'est que dans la description de tâches du chef de cabinet, il y avait le même volet que ton frère avait quand il était chef de cabinet, c'est-à-dire, oui, on sert le maire, mais on doit servir les conseillers municipaux. Et ce que M. Grenier a fait à partir de janvier, quand, que ce soit Mélanie Dufresne ou d'autres, on lui ont demandé de l'aide pour rédiger un communiqué, il leur répondait tout simplement, moi, je suis seulement au service du maire, ce qui est contradictoire parce que si on était une municipalité de plus de 100 000 habitants, c'est le maire qui aurait nommé un chef de cabinet et là, ça serait vrai. Mais là, c'est le conseil municipal qui est délégué au comité exécutif, donc ça doit servir le conseil municipal. À partir du moment que M. Grenier dit ça aux conseillers, que non, vos demandes, là, je ne veux rien savoir, je travaille rien pour le maire, le chef de cabinet devient un agent politique quand il est un employé de la ville, qui relève du directeur général, qui, à ce moment-là, doit agir comme directeur général, mais le maire, considérant M. Grenier comme son personnel politique, se met en Moses contre le directeur général et le suspend. Et vous pensez que ça, c'est suffisant pour faire en sorte que les trois indépendants aient délesté le maire? Parce que et demander le congédiement de Grenier en plus? Parce que c'est un employé de la ville. M. Grenier, nonobstant tout ce que le maire peut dire, relève du directeur général, qui est le premier employé. Donc, c'est un employé de la ville. Et traiter les élus de cette façon cavalière, c'est inacceptable pour un élu. Inacceptable. On t'a engagé pour servir le maire, oui, mais nous servir aussi. Le maire a dit lundi, lors de l'Assemblée extraordinaire, parce que là, on a réhabilité le directeur général que le maire avait suspendu jeudi dernier, le maire Laplante dit la chose suivante. « Cessez de m'attaquer, je vais cesser de me défendre. » Moi, ce que j'ai décodé, c'est
redonnez-moi Grenier, je vais vous redonner Vaillancourt. Moi, je l'ai perçu comme ça. Je ne sais pas, vous, de votre côté, quelle est votre perception de la chose? Est-ce qu'effectivement, le maire cherche à faire un peu du give and take ou de négocier son pouvoir à l'égard de son pouvoir de maire, mais également du pouvoir de la majorité des élus? Moi, je vous ai déjà dit dans une entrevue tout de suite après l'élection que si j'avais à résumer M. Laplante, c'est de dire qu'il ne connaît pas l'existence du gris. Gilles Bérubé, dans le Canada français, a dit l'équivalent en disant qu'il avait une vision manichéenne, c'est-à-dire c'est noir ou blanc. Moi, j'ai dit il ne connaît pas le gris. Ça revient à la même chose. Et j'ai eu un ami qui m'a envoyé des photos. C'est-à-dire, des fois, la psychologie du monde sont intéressants. Alors, à la fois, M. Martin Côté, qui était le 4e candidat aux dernières élections, que le chef de cabinet Guy Grenier, que M. Laplante ont été les finissants de l'école de la polyvalente Marcel Landry. Ah, ils ont eu un cahier de finissant. Un cahier de finissant, on met la photo puis un commentaire. Soit un commentaire qu'on écrit soi-même ou quelqu'un écrit. Alors, dans le cas de M. Grenier, c'est M. Côté qui a écrit son commentaire sur son ami. À l'époque, il y a 30 ans. Il dit « Guy Grenier, du latin gus grenius, nom masculin, sergent dans les cadets de l'air, prenant plaisir à donner des ordres aux moins gradés que lui, ogre à lunettes ayant 2 estomacs, sans rancune, Martin de Ninja Côté, PS, n'oublie pas, les ressources sont rares. » Parce que vous avez un prof d'économie qui disait ça. Mais M. Laplante, lui, a écrit son propre commentaire sur lui, à cet âge où il quittait la polyvalente comme finissant. Il écrit ceci. « Tabarnouche, il n'y a presque rien à dire sur lui, donc M. Laplante. Il est presque parfait, car il fait au moins, ce qui veut dire minimum, 5 heures d'études par soir, sans compter tous les midis qu'il passe auprès de ses meilleurs amis, les profs. Mais malgré tout, il est comme tout le monde. Seulement, les week-ends, il se divertit en prenant quelques boissons pour oublier l'école. » Donc, il y a 30 ans, il écrivait sur lui-même « Il est presque parfait ». C'est-à-dire ce que M. Bachand a écrit dans un de ses trucs Facebook. Les États-Unis ont Trump, Saint-Jean a Laplante, c'est-à-dire les deux sont narcissiques. Ça veut dire que moi, je suis confiant que ça va se résorber. On traverse une période de... Mais comment? Mais comment ça va être? Par une simple phrase. Le roi deviendra progressivement roitelet, mais restera narcissique. Point. Mais... C'est-à-dire, on n'aura pas besoin de lui, de son pouvoir. Ils sont 9. La ville, premièrement, la ville ne sera jamais mise sur tutelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont 9. Il y avait une madame qui est venue qui parlait de Saint-Augustin-de-Mer, où le maire se retrouvait dans une situation où il était minoritaire par rapport... Et ça a duré 2 ans. Ça veut dire que le ministère n'a jamais mis en tutelle Saint-Augustin. Donc, la même chose va être vécue par M. Laplante. Les 9 vont décider les orientations d'avenir pour la ville. Ouais. Ils vont s'entendre, ils vont amener des propositions. M. Laplante va mettre son veto. La semaine après, on va le renverser. Et progressivement, le roi deviendra roitelet, mais toujours narcissique. Bon. Le congédiement de Grenier, c'est une chose. Certains vont dire que c'est un geste ou une représaille politique, parce qu'en même temps, c'est un attaché politique du maire. Je comprends que son rôle est peut-être plus complexe que ça. On peut comprendre que les 6 membres de l'équipe Fecteau, évidemment, sont des adversaires politiques. Bon, se sont ajoutés les 3 indépendants. Ça en est suivi, évidemment, le rapatriement des pouvoirs de l'exécutif. Mais là, le maire, jeudi dernier, a suspendu son directeur général. Moi, la question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Quand vous êtes arrivé en poste en 1994, c'était pas l'amour fou avec Édouard Bonaldo, qui était le directeur général de la Ville. Et ultimement, vous avez fini par changer de directeur général, mais évidemment, vous avez eu l'appui du conseil, je présume, pour le faire. C'est exactement ça. C'est ça la différence. En 1994, j'étais minoritaire, parce que j'étais rentré indépendant, et tous autour de la table étaient indépendants. Donc, si j'étais comme M. Laplante, sans connaître le gris, j'aurais jamais rien pu faire, parce que j'avais même pas 3 candidats avec moi, c'était tous des indépendants. Après 3 ans, le conseil municipal, non seulement a congédié M. Bonaldo comme directeur général, mais a également congédié le directeur de police, M. Vaillancourt. Et congédier un directeur de police, là, c'est pas facile.
Mais ça s'est fait pourquoi? Bon. Parce que pendant 3 ans, on a appris à travailler ensemble, puis on a vu les côtés positifs, et il y avait du donnant et donnant. Mais pas pour le monsieur. avez-vous vous-même déjà pensé un jour suspendre Édouard Bonaldo? C'était clair que je m'en allais vers son congédiement et non pas sa suspension, parce que je savais une chose. Autour de moi, là, j'étais minoritaire. Si je faisais ça, il me battait tout simplement. C'est un non-sens. Quand on est en situation minoritaire, on ne peut pas penser que parce qu'on prend une décision comme maire, que nécessairement le conseil municipal va suivre. Non, la ville part par résolution de son conseil municipal, non pas par simplement des phrases lancées en l'air par son maire. Quand le maire a dit lundi à l'Assemblée spéciale « Bonjour, je me présente Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, je déclare cette Assemblée illégale. » Oui. Mais il la préside quand même, puis il est là, puis il participe au vote. Est-ce qu'elle est illégale ou pas légale? Si elle est illégale, pourquoi il y reste? Il a utilisé, et comme les 3 conseillers aussi de son équipe l'utilisaient, sous protêt. Oui. Sauf que selon moi et ma compréhension, La notion de protêt, ça existe ou pas? Non, mais c'est pas ça. Là. Théoriquement, ça existe dans le sens qu'on n'est pas d'accord avec la chose. Oui. Mais ça n'a pas de sens légal, parce que selon moi, le greffier a fait exactement ce qu'il fallait pour que ça soit légal. Bon. Mais eux, en utilisant un mot comme ça a l'air bien sérieux. Ils auraient pu tout simplement dire « on proteste ». Mais non, en disant « sous protêt », ça a l'air illégal, juste par la phrase. Alors, mais j'ai confiance en M. Lapointe. Il n'aurait jamais convoqué une séance extraordinaire illégale. Jamais. Il connaît trop. Je veux dire, ça fait des années qu'il fait ça. En terminant, pensez-vous que c'est récupérable? Que les relations entre le maire Laplante et le groupe des 9 puissent un jour, parce qu'il reste quand même 3 ans et demi au mandat, se réhabiliter, ou si pour vous, on a atteint le point de non-retour? Je répète ma phrase. Le roi deviendra progressivement roi Telet. Donc, de moins en moins de pouvoir, mais il sera toujours narcissique. Mais comme la majorité est là, 9 sur 12 conseillers, ils vont façonner l'avenir de la ville, nonobstant ce que pense M. le maire. Miroslav Smerica, merci beaucoup. Plaisir. Au plaisir. Reste avec nous. On poursuit l'analyse de cette crise, cette fois avec l'ex-conseiller municipal Philippe Lanier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de NASCAR Pinties. Oui, avec Jocelyn Fecteau, le pilote, et sa conjointe Catherine Almeida. Toute une émission, ça va rouler vite, hein? Oh oui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Une crise politique sans précédent sévit à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis quelques semaines. Ça fait couler beaucoup d'encre, évidemment, beaucoup de salive également. Et c'est devenu presque un téléroman. À la blague, certains diront que ça a remplacé District 31 pour le printemps. Mais c'est pas si drôle que ça parce qu'on sent que ça polarise, ça divise beaucoup les gens dans la communauté.
On fait l'analyse de tout ça cette fois avec l'ex-conseiller municipal Philippe Lanier. Bonsoir et bienvenue. Salut, Eric. C'est drôle puis c'est pas drôle, parce qu'on suit ça un peu comme un téléroman, c'est vrai, là, parce que là, il y a des séances extraordinaires. Parfois, il y en a même 2 dans la même semaine, comme cette semaine. Mais ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices, c'est du jamais vu. Quelle est l'observation que tu en fais, Philippe? En fait, ça peut s'apparenter à un feuilleton, là, comme toi tu le dis, mais c'est pas drôle du tout, parce que c'est la gestion d'une ville là, qui a un budget de 160 millions de dollars, qui est un peu dysfonctionnel. Et surtout, moi, je suis très préoccupé comme citoyen, comme ancien élu, qui aime sa ville, mais aussi comme citoyen. Et je pense que rapidement, il faut que le ton baisse, là. Il faut que de part et d'autre, le ton baisse. Et le maire, là-dessus, a un rôle de premier plan à jouer. Et il doit donner la consigne que le ton doit baisser, les échanges doivent se faire dans un cadre respectueux. Et je ne dis pas que ce ne sont seulement les partisans du maire qui lèvent le ton. Là. Si on regarde sur les réseaux sociaux, des deux côtés, c'est pas très beau toujours. Mais je pense que le premier magistrat doit passer le mot d'ordre que c'est terminé et on travaille dans le respect. Et des deux parties, il faut qu'on en revienne à ça. Là. Dans une entrevue qu'on a diffusée hier avec l'ex-maire Gilles Dolbec, Gilles Dolbec a terminé l'entrevue en disant que le maire Laplante manquait de leadership. Dans le fond, qu'il n'avait pas la capacité de faire ce que tu dis en ce moment. Est-ce que tu penses que la situation est irréversible? Est-ce qu'on a atteint le point de non-retour? Est-ce que c'est récupérable? Est-ce qu'Alain Laplante peut lui-même calmer le jeu? Ou si les carottes sont cuites, il s'est mis à dos le groupe des 9 et c'est terminé? Il reste 3 ans et demi. Oui, le score de 9-4 qu'on voit à peu près sur tous les votes semble se cristalliser et de plus en plus. Hein. Alain Laplante a comme réussi, peut-être malgré lui, à fédérer l'opposition. Donc, à amener des gens qui avaient peut-être des divergences à se travailler ensemble. Le groupe des 9, là, il n'y avait pas des grandes amitiés là-dedans. Quelques-unes, oui, mais il y a du monde qui ne s'aimait pas. Entre autres, les indépendants qui n'étaient pas dans l'équipe Fecteau. Mais là, moi, j'ai eu des discussions avec certains d'entre eux qui m'ont dit on a réglé des différends qu'on avait entre nous et là, on travaille ensemble. Donc, ce que tu dis, c'est qu'Alain Laplante a réussi à fédérer de façon indirecte le groupe des 9. Bien, c'est ce qu'on constate. Moi, c'est les informations que je reçois et c'est ce qu'on constate. Maintenant, la situation est-elle irréversible? Bon, je pense que le maire doit développer l'art de convaincre plutôt que d'imposer. Parce qu'il ne peut pas... Il ne pourra pas imposer son point de vue. Là. Bien, visiblement, il n'a pas la majorité. Son comité exécutif est réduit comme une peau de chagrin, il n'y a plus de pouvoir, sinon des recommandations, mais on s'entend que c'est à peu près rien. Il est minoritaire au Conseil, donc s'il veut regagner la confiance, il doit tendre des perches vers certains élus, commencer un rapprochement et y aller en tentant de persuader et de convaincre. Maintenant, est-il capable de le faire? C'est pas moi qui va répondre à ça. Ce sera à lui de le démontrer au cours des prochains mois et des prochaines semaines, parce que 3 ans et demi, c'est long pour un conseil de ville, pour un maire et pour une ville aussi. Là. Tu fais référence à la dynamique 9 contre 4. Est-ce que là, on est dans la boule de cristal, mais est-ce que Justin Bessette, est-ce que Yann Langlois, est-ce que Marilyn Charbonneau vont continuer à appuyer le maire Laplante de façon... Là, direct, là, peu importe, c'est-à-dire on appuie le maire, on appuie le maire, on appuie le maire. Est-ce que tu crois que cette dynamique-là va demeurer? C'est une très bonne question. Il faudrait leur poser la question à eux, mais les personnes que tu nommes ont certainement un rôle à jouer auprès du maire. Mais aussi, il faut que ça joue des deux côtés, là, parce que c'est pas... Oui, le maire doit faire des compromis, mais il faut que le groupe des 9 aussi, là... Maintenant, il faut que quelqu'un dise, on s'assoit ensemble, puis on essaie, on n'ira jamais super ensemble le samedi soir, on n'est pas les grands amis, mais on va au moins essayer de faire fonctionner cette ville-là au minimum pour les 3 années et demie qui restent. Là. Et je pense qu'il faudrait qu'un leader, si le maire n'est pas capable seul, soit qu'un conseiller de l'équipe ou qu'un tiers accompagnateur, un médiateur de la commission d'accès... C'est moi, ça! C'est une déformation professionnelle, Philippe. La commission municipale, mais ça fonctionne, la médiation. Ça fonctionne dans la commission d'accès, oui. Ailleurs, je ne sais pas. Mais il faudrait qu'un tiers, dans le fond, quelqu'un qui est capable de rassembler ou d'essayer de rapprocher les partis pour qu'au moins ça fonctionne minimalement. Là. Tu fais référence à la Commission municipale du Québec, là, qui visiblement regarde ça. On le sait, là, il y a eu des téléphones qui sont faits, des gens qui ont été rencontrés. Maintenant, est-ce que le risque de tutelle, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'on peut imposer un médiateur? Est-ce que... Ça va être quoi la suite des choses? Moi, je croirais davantage à une démarche d'accompagnement qu'à une tutelle. Parce que le conseil, il fonctionne. Il y a 9 élus qui le font fonctionner. La ville n'est pas en défaut de paiement. Je veux dire, la situation financière est bonne, les projets vont se réaliser. C'est le conseil où il y a une minorité.
et le maire est dans la minorité. C'est ça la situation. Est-ce qu'on doit craindre la possibilité que des plaintes soient déposées à la Commission municipale du Québec à l'égard du maire? On entend, Et si ça se fait, est-ce que ça va encore envenimer le climat davantage? ben, on entend des rumeurs à cet égard-là. Maintenant, il faudrait voir le cas échéant, si ça arrive, quelle serait la nature des plaintes. Mais honnêtement, c'est certain que ce n'est pas rien qui va améliorer la situation si le maire reçoit des plaintes contre lui à la commission municipale. C'est pas quelque chose qui viendrait améliorer. Moi, je dis qu'il faut tendre vers un rapprochement. S'il y a des plaintes qui sont déposées, bien, on est dans la confrontation. On durcit encore le ton, on est dans la confrontation. Bon. Est-ce que, parce qu'il y a des individus en cause, est-ce que la présence ou le rôle mal compris de Guy Grenier était devenu un élément toxique à l'égard du groupe des Neuf, là? Parce que, comme je le disais dans ma précédente entrevue avec Miroslav Smereka, le congédiement de Grenier, la suspension du DOG, le comité exécutif, pour moi, c'est un peu un écran de fumée. C'est-à-dire que la question fondamentale, c'est pourquoi, en l'espace de très peu de semaines, pourquoi le maire a perdu l'appui des 3 indépendants? Bien, ça, c'est une très bonne question, puis j'aimerais le savoir. Il y a manifestement eu un élément déclencheur, parce qu'au début du mandat, on se rappelle, les 3 indépendants votaient avec le maire, le budget. Le maire devait utiliser son vote prépondérant, mais il réussissait à faire passer ces résolutions. Et tout d'un coup, ce qui arrive de mémoire un peu avec la résolution sur les boisés, là, je pense que c'est arrivé à peu près au même... Sur les golfs. Là, sur les golfs, la consultation des golfs. Et là, le maire perd complètement l'appui des indépendants, qui se rallient au groupe des Neuf et qui obtiennent la tête du chef de cabinet. L'élément déclencheur est quelque part là-dedans, manifestement, mais c'est quoi exactement? Je ne pourrais pas vous le dire. À l'Assemblée de lundi, le conseiller Bessette, qui pourtant est dans l'équipe Laplante, était favorable à ce qu'on divulgue les fameux avis juridiques, les 2 avis indépendants. Le maire dit non, moi, les avis juridiques, c'est une chose, mais je veux voir les 8 courriels en question. Et certains diront que c'est un peu sur cette base-là qu'il a suspendu le directeur général, qui probablement a refusé de lui remettre, là. Mais encore là, est-ce que les fameux 8 courriels en question, est-ce qu'ils sont de notoriété publique? Parce qu'encore là, je me remets dans la position des citoyens qui disent, là, on est en train de crucifier un type sur la place publique, mais on ne nous dit pas pourquoi on le congédie. Oui, c'est un autre très bon point. Maintenant, il y a probablement des... Je ne sais pas, moi, ce que les avocats, les fameux avis juridiques ou les avocats que le conseil consulte recommandent aux conseillers. Peut-être qu'on leur dit de ne pas dévoiler des éléments qui pourraient éventuellement servir de preuve dans des contestations judiciaires, parce qu'il y a tout ça aussi, là. Si le congédiement est contesté, et ça l'est déjà, devant les tribunaux, et que ça va à la Cour supérieure, et peut-être ultérieurement à des niveaux plus élevés des tribunaux plus supérieurs, est-ce que ces éléments-là pourraient être amenés en preuve et que les avocats recommandent de ne pas les rendre publics? Je ne le sais pas. Mais effectivement, ça semble être en tout cas, causer un problème. Et certains disent qu'ils ont vu les documents. Mme Charbonneau, entre autres, qui répète réunion après réunion qu'elle n'a pas vu tous les faits. Ouais. Elle se fait répondre encore mardi dernier par M. Berthelot, « Bien oui, vous devez les avoir lus. » Alors, en tout cas, moi, comme citoyen, j'ai l'impression que les conseillers ont peut-être des éléments que nous, on ne possède pas et qui peuvent expliquer des résolutions. Là. La suspension du directeur général par le maire, bon, certains diront que c'est une mesure de représailles parce qu'on lui enlève son chef de cabinet, mais est-ce que tu penses que le maire est allé trop loin? Encore là, je ne le sais pas. Le maire a précisé à la réunion de lundi dernier que les éléments sur lesquels il s'appuyait devaient rester pour les yeux des conseillers seulement. De manque de neutralité et d'insubordination. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Dans les faits, exactement, je ne l'ai pas vu. Il semble que la majorité du Conseil juge que ce n'est pas fondé comme reproche. Cependant, ce que moi j'ai eu comme information, c'est que cette décision-là a jeté une douche froide et que les employés, le climat de travail ne serait pas très bon dans l'hôtel de ville. Mais ça, c'est un peu l'autre question. Parce qu'au niveau de la fonction publique, de la direction générale, en principe, dans une ville, le directeur général relève du conseil. Il ne relève pas du maire, il relève du conseil. Principe, bon, là, le conseil, majoritairement à 9 contre 4, gère la ville. Est-ce que ça ne devient pas une position un peu difficile pour un directeur général qui est coincé avec le maire d'un côté puis avec un groupe de 9 de l'autre bord? Est-ce que ça ne devient pas une situation intenable pour le DG? Intenable. Et même le greffier, qui, par le biais, se fait parfois aussi inclure dans l'affaire. Moi, je n'aimerais pas être dans aucune de ces positions-là parce qu'effectivement, le directeur général doit exécuter les décisions que le conseil lui recommande ou les décisions du conseil. Maintenant, le premier magistrat est contre la plupart, ou en fait les décisions les plus importantes. Il est entre l'arbre et l'écorce, tout à fait.
Même s'il relève du conseil. Autre aspect, le maire, lundi dernier, en ouvrant l'Assemblée, mais ce n'est pas la première fois qu'il faisait ça, il dit, écoutez, je m'appelle Alain Plante, je suis le maire de Saint-Jean, mais je déclare cette Assemblée illégale. Mais il la préside quand même, il participe au vote quand même, puis il dit, je suis là sous proteste. Donc, il proteste, mais en même temps, s'il la préside, c'est donc qu'il ne s'est pas levé, il n'est pas parti. Et encore là, il la déclare illégale, mais sur quelle base? Est-ce qu'il y a un avis juridique pour la déclarer illégale? Est-ce que quelqu'un lui a amené des preuves, des articles de loi pour dire qu'elle est illégale? Il a beau le dire, mais ça s'appuie sur quoi? En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. Bon. Est-ce qu'une ville, parce qu'on n'est sûrement pas la première ville au Québec où un maire est dans une situation de minorité? Bien, je pense pas. Bon. Je me rappelle, vous vous rappelez Jean Garon à Lévis, qui était maire au tournant des années 2000 avec les 10 conseillers qui étaient contre lui. Et il y en a eu d'autres, même si on va à Saint-Jean. Moi, l'exemple le plus marquant, je suis la politique municipale depuis peut-être près de 40 ans, ça ne me rajeunit pas, mais enfin. Delbert Deschambault, en 1986, qui est élu avec seulement 2 conseillers de son équipe et qui a réussi à faire travailler ce conseil-là dans une relative harmonie, en confiant, rappelez-vous, des pouvoirs importants, notamment à Jules Leroy, qui avait été élu sous une autre bannière. Alors, des conseils municipaux élus dans des contextes minoritaires, il y en a eu un et plusieurs autres, là, dans des villes de toutes les tailles. Ce n'est pas la première fois. Mais celui-là, manifestement, il y a un problème de fonctionnement. Là. Philippe Lanier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À une prochaine, parce que visiblement, l'actualité est très généreuse. Quand vous voudrez. Merci. Excellent. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. En prévision de la Journée nationale des Patriotes, congé férié de lundi prochain, Compo-Richelieu vous avise qu'il n'y aura aucun changement à la collecte des ordures, soit les ordures ménagères ou encore la collecte du recyclage. Donc, même si c'est un congé férié, on est à l'horaire normal. Vous savez qu'il se passe beaucoup de choses à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour ne rien manquer, nous, on vous résume, parce que parfois, les conseils peuvent être assez longs, plusieurs heures. Avec un conseil de ville, on choisit des extraits qu'on redistribue dans 2 émissions dans les semaines qui suivent. Et cette émission se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, Télébingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.